Dans les 2 premières parties de cette conférence, j'ai abordé plusieurs sujets importants liés à l'apparition de l'homme sur la planète, aux relations avec les énergies extraplanétaires et aux causes qui ont conduit à ces relations. J'ai également parlé de la formation d'une société et de l'importance d'une relation entre des personnes qui évoluent sur un chemin particulier de l'évolution. Il est important de comprendre que la formation d'une société ne se fait pas par le désir d'une personne, mais par l'intelligence collective. L'intelligence agit sans avoir besoin de désirer quoi que ce soit. Notre psychologie mentale peut néanmoins nous pousser à vouloir nous relier à d'autres personnes qui se conscientisent. Lors d'une conférence, il y a une relation et un partage karmique avec le public. L'atteinte des objectifs dépend en grande partie du niveau de conscientisation du public. La psychologie mentale peut parfois nous pousser à toujours chercher de nouvelles expériences et à suivre les modes. Cependant, être dans le vent signifie souvent être manipulé par les égrégores astraux qui circulent autour de la planète. Être dans le vent supramental signifie être conscient de ces mécanismes de manipulation et ne pas s'y laisser assujettir. Former des petits groupes est le résultat de l'expression d'une psychologie mentale ou supramentale. Cependant, ces groupes peuvent être fragiles et être détruits par des forces extérieures, en raison d'un manque de compréhension ou de refus de l'extérieur. Il est donc important de faire quelque chose non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'on en comprend les mécanismes. La psychologie, bien que nécessaire, reste de l'ordre des psychologies et ne doit pas être au détriment d'une pensée plus mentale. C'est ainsi que l'on peut contribuer à former une société plus évoluée. Les lois qui régissent un plan d'évolution particulier sont déterminées par le regroupement des individus. Cela peut déterminer le nombre d'individus présents, la sélection des individus et l'instructeur choisi. Cependant, certaines personnes ont une tendance à créer des énergies de groupe et des esprits de groupe, ce qui rend difficile pour elles de comprendre l'intelligence qui sous-tend les changements d'instructeur ou les relations entre les individus. Il est normal de changer d'instructeur régulièrement et il est encourageant d'explorer d'autres sources de connaissances. Parfois, le public peut être assujetti à la psychologie du conférencier, ce qui peut affecter l'intelligence transmise. Dans ce cas, il peut être bénéfique de changer d'orateur. Lorsque les auditeurs ne peuvent pas changer d'orateur, l'intelligence de l'orateur peut le pousser à se changer lui-même pour éviter la formation d'un esprit de groupe. L'intelligence supramentale ne cherche pas à détruire les formes, mais plutôt à empêcher leur émergence. La psychologie astrale a tendance à créer des esprits de groupe pour se sentir en sécurité, mais cela ne devrait pas être le cas si l'individu est connecté à son énergie mentale. Les esprits de groupe peuvent prendre différentes formes, qu'ils soient basés sur des chartes, des religions, des drogues ou de la musique, mais ils ont pour effet de rendre l'individu collectif et de lui faire perdre son individualité. Ce texte exprime le sentiment de frustration de l'auteur face à la difficulté de faire comprendre ses idées aux autres. Il soutient que la répétition est nécessaire pour que les gens comprennent, mais il reconnaît que cela peut être agaçant. L'auteur explique que la psychologie se fatigue de la répétition, tandis que le mental est capable de la supporter indéfiniment. Il souligne l'importance d'être seul dans sa conscience pour comprendre réellement, sans être influencé par les idées collectives. L'auteur répète son message pour que les gens réalisent cette vérité, même si cela peut sembler irritant. Le texte explique que lorsqu'une personne a peur et qu'elle partage cette peur avec une autre personne, ils sont connectés à un esprit de groupe. Cependant, il est important de ne pas se limiter à cet esprit de groupe et de maintenir son authenticité mentale. L'intellectualisation est décrite comme le fait de raffiner et de modifier un événement réel pour le faire correspondre à un désir psychologique, tandis que la spéculation est considérée comme un phénomène similaire. L'énergie mentale ne spécule pas et n'intellectualise pas, elle observe et comprend les événements. La mentalisation est présentée comme une étape supérieure à l'intellectualisation, permettant de se rendre compte que l'on peut se tromper dans ses perceptions. Le texte souligne également l'importance de ne pas se laisser manipuler par l'ego et de chercher une véritable mentalisation. Enfin, il est expliqué que l'expression de la mentalisation peut être déformée lorsqu'elle est perçue par autrui. Il n'est pas fiable de se fier à l'expression verbale d'une personne pour déterminer sa mentalisation. L'expression peut être déformée ou adaptée selon les perceptions de chacun. La mentalisation doit être évaluée en utilisant son énergie mentale et sa conscientisation. Il est important de ne pas exclure les personnes qui n'expriment pas les mêmes idées que nous, car cela limite notre compréhension et notre évolution. Les esprits de groupe peuvent être nocifs et il faut éviter de les créer. Dans une société secrète,
il ne devrait pas y avoir d'esprit de groupe mais plutôt une expression individualisée et respectueuse des différences. L'auteur de cette déclaration affirme que nous devons comprendre l'intelligence du groupe. Selon lui, un groupe intelligent ne nécessite pas forcément un esprit de groupe, qui peut finir par détruire le groupe à long terme. Il soutient que faire partie d'une organisation secrète ne définit pas nécessairement notre identité, tout comme être chrétien ne signifie pas nécessairement aller à l'église. Il affirme que l'intelligence humaine empêche aujourd'hui la création de sociétés secrètes mentales, mais reconnaît qu'il peut y avoir des divisions et des souffrances lorsqu'il s'agit de changer les habitudes établies. L'auteur mentionne également l'existence de sociétés secrètes dirigées par ceux qui possèdent une connaissance, mais précise qu'il ne peut pas en parler davantage. Il affirme que ces sociétés secrètes excluent les éléments mentionnés précédemment et ne visent pas à réunir le monde, car elles existent à un niveau différent du niveau mental ou psychologique. Ces sociétés secrètes resteront inconnues de la majorité des personnes qui sont en processus de prise de conscience. Enfin, l'auteur mentionne le comte de Saint-Germain et d'autres personnes comme étant à la tête de ces sociétés secrètes de haut niveau de secret. Il existe actuellement plusieurs catalyseurs planétaires sur notre planète. Certains proviennent de soleils différents et ont un rôle dans la purification des énergies astrales les séparent. Le soleil que nous habitons. Un exemple de catalyseur planétaire est Jéhovah, qui s'exprime actuellement à travers le soleil de notre système solaire. Il y a d'autres catalyseurs planétaires qui sont en train d'apparaître et qui viennent de soleils différents. Ils ont une évolution à accomplir et jouent un rôle purificateur. Ces catalyseurs ne s'expriment pas de la même manière que moi en termes d'énergie, d'amour et de parole. Ces catalyseurs peuvent former une société secrète régie par un secret bien gardé, mais la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Les éléments que j'ai énoncés sont d'une complexité extrême et il est important de les étudier et de comprendre leurs mécanismes plutôt que de simplement croire en eux. Il y a d'autres soleils invisibles qui existent, tels que le soleil central qui est l'expression du Père du Christ. Ces soleils invisibles ne sont pas des superpositions de notre soleil planétaire, mais sont des entités totalement différentes qui régissent notre soleil. Le soleil planétaire est le plus involué de tous les soleils et est presque un dieu par rapport à l'homme. Quant à Adam, il y a eu plusieurs formes d'Adam dans la tradition ésotérique. Le premier Adam est apparu sur le continent de la Terre blanche grâce à l'évolution des involués de la Lune. Un deuxième Adam est apparu sur l'Hyperborée lorsque l'énergie vitale a pu être synthétisée de manière suffisante. Le troisième Adam, le plus proche de ce qui est raconté dans la Bible, est apparu sur le continent lémurien avec l'apparition de la sexualité. Cette forme d'Adam est associée à une race violette. L'auteur explique qu'il y a eu différentes races adamiques descendantes des seigneurs lunaires et des seigneurs de Vénus qui se sont mélangées avec la race humaine. Ce mélange a entraîné une évolution de l'intellect mais aussi des problèmes psychologiques et de souffrance. L'auteur avance que les pays chauds où l'on mange de la viande ont une volonté mentale plus développée que les pays végétariens, ce qui aurait favorisé leur évolution technologique. Il affirme également que la souffrance psychologique est nécessaire pour développer l'intellect et que la race adamique a été échue en raison de ce mélange trop rapide avec la race humaine. En somme, l'auteur propose une théorie selon laquelle l'évolution de l'intellect est liée à la consommation de viande et à la souffrance psychologique. L'ingestion de viande par l'homme a des conséquences sur son énergie psychologique et astrale. En absorbant les éléments génétiques de l'animal, l'homme absorbe également son énergie psychologique, y compris ses peurs et ses expériences égoïstes. Cela augmente son karma et le rend potentiellement plus viol et souffrant. De plus, l'ingestion de viande renforce l'énergie mentale de l'homme, ce qui peut entraîner des conflits et une baisse des vibrations dans son environnement. À terme, pour permettre à son mental de s'exprimer de manière non concurrentielle avec l'astral, l'homme devra abandonner certains aliments, y compris la viande. Cependant, actuellement, la conscience se développe dans des sociétés carnivores, donc le déclin de la consommation de viande se fera progressivement et mentalement. Finalement, la conscience de l'homme se développe en vérifiant continuellement ses expressions et en exprimant consciemment. En résumé, l'auteur souligne l'importance de la conscientisation pour une société fonctionnelle. Lorsqu'une personne ne peut pas exprimer ses limites et se referme, il est nécessaire de comprendre si elle comprend réellement ce qu'elle exprime ou si elle intellectualise simplement sa réponse. Celui qui élabore le mécanisme est conscient de ce qu'il fait, tandis que celui qui répond sans y avoir réfléchi auparavant fait de l'intellectualisation. Il est donc important de réfléchir attentivement à une question avant de répondre, afin d'être sûr de sa véracité.